Eh bien, écoutez, il me revient vraiment la joie de vous accueillir pour cette visioconférence qui va durer 1 heure et demie. Et nous avons sur cette manifestation maintenant l'habitude de travailler à plusieurs organisations, la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, avec ses partenaires qui, depuis 5 ans, organisent ces conférences pour le développement de la science et l'innovation au service des transitions. Donc, ce sujet d'aujourd'hui, c'est la question de l'hydrogène. Donc, sans tarder, je vais immédiatement donner la parole à Jean-Pierre Cordier, qui nous présentera le sujet et qui aussi va nous présenter les intervenants experts de cette soirée, nos 2 intervenants. Donc Jean-Pierre, dis-nous un peu tout. Pourquoi ce sujet de l'hydrogène aujourd'hui et en quoi est-ce au service de la transition énergétique ou des transitions en général? Merci Sylviane, bonsoir à toutes et à tous. Et merci d'être aussi nombreux ce soir sur ce sujet intéressant. Donc nous allons en effet parler de l'hydrogène qui est aujourd'hui considéré comme une source d'énergie alternative pouvant contribuer à une transition énergétique vers un monde moins carboné. Il y a quelqu'un qui devrait fermer son micro là, s'il vous plaît. En effet, vous savez que la combustion de l'hydrogène ne produit que de l'eau. Donc, l'utilisation de l'hydrogène n'entraîne pas d'émissions de gaz carbonique. L'utilisation de l'hydrogène est envisagée dans 2 grands domaines. Le domaine de la mobilité, qu'elle soit terrestre, maritime ou aérienne, ainsi que le domaine du stockage de l'énergie électrique solaire et éolienne, qui, comme vous le savez, sont produites de manière intermittente. Si l'utilisation du vecteur hydrogène pour une production d'énergie plus propre est a priori séduisante, elle n'est cependant pas exempte de difficultés. Ces difficultés sont liées d'abord à sa production, à son mode de production. Vous savez qu'on n'a pas d'hydrogène natif, ou si peu. Elles sont liées à son coût et elles sont liées à ses caractéristiques physiques, une faible densité qui nécessite donc une forte compression pour son utilisation et une inflammabilité particulièrement élevée, ce qui peut poser des problèmes de sécurité. Donc nous avons ce soir la chance d'avoir avec nous deux spécialistes qui vont nous parler de l'hydrogène, essentiellement dans le domaine de la mobilité. Il s'agit de M. Sostène Grandjean, qui est le Global Product Manager de Air Liquide, et de M. Renaud Mosdal, qui est le directeur scientifique de Pragma Industries, une société qui est spécialisée dans les piles à combustible. Après leur intervention, qui dureront un peu moins d'1 heure, en cumulé, ils répondront à vos questions. Je vous invite à formuler ces questions par écrit en utilisant la fenêtre qui se trouve en bas de votre écran et qui s'appelle, selon les cas, discussion ou conversation, à n'importe quel moment. Et donc, nos intervenants répondront à vos questions à la fin donc, de ce séminaire. Je vous souhaite donc de passer un excellent moment et d'en apprendre beaucoup sur l'hydrogène. Et je passe maintenant la parole à Sostène Grandjean. Voilà, donc je pense que Sostène va nous partager son écran et voilà, pour commencer. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Je vous remercie pour cette introduction. Donc, moi, je suis responsable des stations de remplissage hydrogène pour les applications de mobilité d'Air Liquide. Et donc, je suis honoré aujourd'hui de pouvoir vous présenter le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique et la place d'Air Liquide dans ce domaine. Donc, on est bien tous maintenant conscients que la transition énergétique représente des défis gigantesques à relever. Et l'hydrogène va jouer un rôle important dans la transformation du système énergétique mondial qui est nécessaire. Aujourd'hui, on a un système énergétique mondial qui s'appuie majoritairement sur les ressources fossiles, du pétrole, du gaz et du charbon, et qui émet des quantités importantes de CO2.
et on souhaite un monde où le système énergétique s'appuie essentiellement sur les énergies renouvelables et où les énergies fossiles prennent moins de place et où les émissions de CO2 sont moins importantes et la capture de CO2 est plus importante. Donc, pourquoi est-ce que l'hydrogène a un rôle important pour la transition énergétique? C'est parce qu'il va permettre le développement des énergies renouvelables intermittentes. Donc, l'hydrogène permet de stocker les énergies renouvelables intermittentes, les énergies produites à partir, l'électricité produite à partir du soleil ou du vent. Et en tant que vecteur, c'est un vecteur qui transporte l'énergie, il peut être stocké et transporté à travers toute la planète. Donc, on va pouvoir transporter de l'énergie renouvelable grâce à l'hydrogène à partir des zones où il y a beaucoup d'énergie renouvelable. Et la deuxième raison, c'est que l'hydrogène peut être utilisé directement dans les utilisations finales, donc sans émettre de CO2. Donc, en tant qu'énergie pour l'industrie, en tant que chauffage, électricité, directement dans les véhicules et en tant que matière première pour les procédés de transformation de l'industrie. Donc, comment est-ce qu'on peut quantifier la place de l'hydrogène dans le futur système énergétique mondial qui est souhaitable? Donc, je vais là, ici, vous présenter quelques planches de l'étude du Hydrogen Council, qui est le conseil de l'hydrogène qui regroupe une centaine d'entreprises importantes autour de l'hydrogène et qui aussi a travaillé avec l'IEA, l'Agence internationale de l'énergie. Et je vais vous présenter ce raisonnement pour voir comment finalement l'hydrogène, la place de l'hydrogène a pu être quantifiée dans les 3 dernières années. Donc ça, vous pourrez trouver cette étude sur le site du Hydrogen Council. L'étude principale, c'est celle de 2017. Et il y a des études chaque année qui sont de plus en plus précises sur l'hydrogène. Hier, il y a d'ailleurs eu une étude très intéressante qui vient d'être publiée. Donc, on part de notre objectif final, c'est de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à horizon 2100. Et pour cela, on va établir le budget carbone qui est disponible entre le début de l'ère industrielle et 2100. Et donc, on obtient un ordre de grandeur qui est de 900 gigatonnes de CO2. Et on considère ce budget est à mettre en regard des réserves de carbone qu'il y a actuellement dans la Terre, donc qui s'élèvent aujourd'hui entre 3000 et 5400 gigatonnes en fonction du fait en fonction de la prise en compte de ressources conventionnelles ou non. Et si on voulait réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré, ce budget passerait de 900 gigatonnes à 200. Donc, on voit que 0,5 degré, ça a un énorme impact sur le budget carbone dont on a, qui sera disponible pour respecter notre objectif climatique. Donc, pour rentrer dans ce budget, il y a 4 leviers possibles. D'abord, le premier levier, c'est celui de l'efficacité énergétique et des économies d'énergie. Le second, c'est la capture du CO2. Lorsqu'on utilise des combustibles fossiles, on ne va pas pouvoir vivre sans combustibles fossiles. Donc, quand il y a des combustibles fossiles, on va essayer de les capturer, le CO2, le plus possible. Et après, on va pouvoir décarboner en utilisant des vecteurs énergétiques bas carbone comme l'électricité ou l'hydrogène et s'appuyer sur les énergies renouvelables. Donc, cela représente, ce que je vous raconte, ça représente des défis considérables. Il s'agit de multiplier la production d'électricité renouvelable par 10 d'ici 2050, d'augmenter le stockage d'énergie de 18 hexajoules, et puis de diminuer les émissions des utilisations finales de façon drastique. Donc, il s'agit d'électrifier à hauteur de 75% les utilisations finales et augmenter le stockage de carbone de 5,5 gigatonnes, alors qu'aujourd'hui, il y a très peu de stockage de carbone. Donc, ce
ce raisonnement a conduit à finalement quantifier la place de l'hydrogène et il pourrait contribuer à hauteur de 18% de la demande énergétique mondiale. Et donc aujourd'hui, l'hydrogène participe à hauteur de 8 hexajoules et dans l'horizon 2050, il pourrait participer à hauteur de 18 hexajoules. Et je vais vous montrer comment. Donc principalement à travers 7 rôles. Donc il y a des rôles qui vont permettre de favoriser l'intégration des énergies renouvelables à grande échelle par le stockage de l'énergie renouvelable intermittente et par ensuite, une fois que cette énergie est stockée sous forme d'hydrogène, de l'électricité va pouvoir être redistribuée au réseau. Donc il y a un rôle de stockage, un rôle de production, et cet hydrogène va pouvoir être distribué, transporté vers tous les secteurs, toutes les régions, à petite, moyenne ou longue distance. Et il y a les rôles qui sont liés aux utilisations finales. Donc, dans le transport, l'hydrogène directement utilisé va permettre de diminuer les émissions directement aux véhicules. Pour l'industrie, la consommation d'énergie va pouvoir voir ses émissions réduites quand il y a la production d'électricité et de chaleur. Également, la même chose dans les bâtiments. Et enfin, ça va servir de matière première pour les procédés de transformation industrielle. Donc, pour rentrer plus dans le détail, ici, il y a les différentes applications et leur part de marché en fonction des différents segments et leur taille possible. Alors, on voit qu'il y a certaines applications qui vont être largement couvertes par l'hydrogène. Donc, ça peut être la production d'ammoniac, de méthanol, ça peut être l'application pour le raffinage. Donc, ça, c'est le procédé qui permet d'enlever le sulfure des essences ou également pour les flottes captives de chariots élévateurs ou de bus. D'autres applications auront une part de marché moins importante, mais tout de même, certaines applications auront une taille qui sera significative par rapport aux autres applications. Par exemple, la production d'énergie, on ne s'attend pas à ce que ça prenne une part de marché très importante. Pourtant, ça représente un marché hydrogène important. Donc, toutes ces études s'appuient sur de nombreuses applications qui existent déjà et Air Liquide est présent dans toutes ces applications. Je vais en citer quelques-unes. Le verre, donc l'hydrogène est utilisé pour polir la surface du verre et faire une atmosphère protectrice dans les bains de verre. Dans l'électronique, il sert de gaz vecteur pour la production des puces électroniques. Le raffinage, j'en ai parlé, une grande application, c'est le traitement du sulfure des essences. C'est également le carburant des fusées, et en particulier de la fusée Ariane. Et on a bien entendu parler de la mobilité. Je vais en parler maintenant. Donc moi, c'est un peu ma spécialité. Donc, historiquement, il y a plus de 10 ans, les premiers véhicules à hydrogène ont vu le jour, principalement sur des flottes industrielles et des flottes captives de chariots élévateurs et de bus, et plus récemment des véhicules légers comme les voitures. Ici, on voit une Mirai, donc un véhicule de Toyota, et les vélos, donc Renault Mazda, on en parlera après moi. Et plus récemment, on voit une diversification des applications plutôt dans le domaine des applications lourdes qui sont difficiles à électrifier. Donc, on parle des bateaux, des ferries, des camions, des trains et des avions. L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est très léger, donc c'est particulièrement intéressant pour l'aviation. Donc, grâce à ça, on peut déjà avoir une vision de la feuille de route de développement et de commercialisation de ces différentes applications. Certaines applications sont déjà commerciales, déjà mûres. D'autres demandent des développements, pourront commencer à l'horizon 2025. Donc, il y a une roadmap très précise pour les différentes applications que vous pourrez retrouver sur le site du Conseil de l'hydrogène.
Et le plus important, c'est que ces études ont permis de quantifier le rôle de l'hydrogène dans la transition énergétique. Et ça, c'est la vision mondiale de la place de l'hydrogène et qui intéresse particulièrement les pouvoirs publics parce que, voilà, eux, ils ont besoin de chiffres clairs de en quoi est-ce que l'hydrogène va permettre d'économiser des émissions de CO2, combien de millions d'emplois créés et quelle est la valeur totale du marché. Donc ici, globalement, à l'horizon 2050, on parle de 30 millions d'emplois, 6 gigatonnes de baisse annuelle de CO2 et 2500 milliards de chiffre d'affaires annuel. Et ça a été décliné dans les différents pays. Là, ici, c'est en France, on parle de 150 000 emplois créés à l'horizon 2050 et 55 millions de tonnes d'émissions de CO2 en moins. Donc, on voit qu'il y a un rôle environnemental, mais également un rôle social de cette nouvelle filière en créant de l'emploi. Et donc, les différents gouvernements ont bien étudié, bien compris le potentiel, se sont intéressés aux applications et aux premiers déploiements. Et en 2020, à la faveur des plans de relance de la crise, suite à la crise de la Covid-19, 18 pays ont établi des plans de relance extrêmement ambitieux. Et donc en France, on parle d'un plan de relance de 7 milliards d'euros, dont 2,4 milliards d'euros entre 2020 et 2023. Et au total, on a compté qu'il y avait 70 milliards d'euros de programmes de subvention des pouvoirs publics fléchés vers l'hydrogène. Donc tout ceci, ça va contribuer à créer une filière de l'hydrogène bas carbone. Et on va assister à une transition finalement d'une filière où l'hydrogène est principalement produit à partir de réformage de gaz naturel, c'est l'hydrogène gris qui émet du CO2, à un hydrogène qui est bas en carbone. Et il y a différentes façons de faire de l'hydrogène bas carbone. Il y a le réformage du biométhane, donc à partir de biomasse, l'électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, le réformage du gaz naturel comme on fait, mais avec capture ou utilisation du CO2, donc on ne relâche plus le CO2 dans l'atmosphère, et les coproduits de procédés industriels. Il y a par exemple dans la production du chlore des relargages importants d'hydrogène qui pourraient être valorisés. C'est de l'hydrogène qui n'est pas pur et il faut qu'il soit filtré, mais il pourrait être revalorisé. Donc, un point important, c'est qu'il faut baisser le coût de cet hydrogène bas carbone, et la bonne nouvelle, c'est que le coût de cet hydrogène bas carbone peut être compétitif. Donc aujourd'hui, notre hydrogène, qui est un hydrogène gris, il se produit à un coût à peu près de 2 € du kilo, alors que de l'hydrogène renouvelable, qui est produit à partir d'électrolyse de l'eau avec de l'électricité renouvelable, on est aujourd'hui aux environs de 6 € du kilo. Donc ça, c'est des chiffres qui sont produits par le Hydrogen Council et qu'on voit chez nous Air Liquide. Et là, avec tout le travail qui est envisagé, on voit un potentiel de réduction de 60% à hauteur de 2030 qui va se faire par un effet de développement technologique, d'amélioration des technologies d'électrolyse et par un effet d'échelle par la création par la fabrication d'électrolyse à grande échelle. Et après, entre 2030 et 2050, l'hydrogène renouvelable ou l'hydrogène bas carbone, c'est-à-dire bas carbone, c'est produit à partir de gaz naturel, mais avec capture de CO2 principalement, quand on capture le CO2, ces deux voies seront plus compétitives que l'hydrogène gris, car on va toujours bénéficier d'effets d'échelle et on va aussi avoir la taxe carbone qui va augmenter d'année en année. Mais donc ça, c'est la vision des coûts sur juste la partie production. Il faut s'intéresser aux coûts aussi sur l'ensemble de la chaîne. Donc, on s'attend à des baisses de coûts significatives sur la distribution de l'hydrogène, donc le transport et la distribution au niveau de l'application, par exemple au niveau de la station, des stations.
donc grâce à des installations de capacité plus importantes et des distributions ou de transport par des moyens où l'hydrogène est plus dense, où on peut avoir plus de débit d'hydrogène. Et quant à l'application finale, on s'attend à des baisses de coûts de moins 45%. Donc ça, c'est à horizon 2030, donc c'est dans 10 ans, avec un passage à l'échelle de la fabrication des piles à combustible. Et ceci nous amène à voir que le coût total de possession pour un opérateur de camion qui opère sur du moyen courrier, que progressivement, le coût total de possession du véhicule à hydrogène va baisser et va à un moment donné passer en dessous du coût total de possession d'un véhicule à essence. Donc, un autre aspect à considérer, en plus de la baisse des coûts, c'est la sécurité hydrogène. Donc, M. Cordier en a parlé. Donc, c'est vraiment une condition du succès. Et tout comme les autres énergies, l'hydrogène présente des risques particuliers à maîtriser. Donc, Air Liquide opère plus de 200 usines et 1850 km de pipeline en sécurité. L'hydrogène aujourd'hui présente une accidentologie qui est moins importante que les autres gaz industriels et que les autres énergies comme le gaz naturel ou le pétrole. Mais bon, donc c'est possible de maîtriser ces risques, y compris quand l'hydrogène est stocké à haute pression. Mais ça nécessite des compétences, du savoir-faire, de l'expertise. Aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des nouveaux marchés qui se créent, des nouveaux acteurs, des nouveaux utilisateurs, et toutes ces nouvelles entreprises, acteurs doivent monter en compétences. Et donc, la filière est en train de bien prendre conscience que c'est important d'établir des régulations, des normes, des standards, des programmes de formation larges à tous les niveaux pour, à la fin, maîtriser le risque. Donc, ceci étant dit, c'était la présentation générale. Maintenant, Air Liquide. Donc, nous, quelle est l'ambition d'Air Liquide dans l'hydrogène énergie? Donc, nous, notre ambition actuellement, c'est d'activer les marchés de l'énergie hydrogène sur deux marchés principaux, donc la mobilité et l'industrie, et avoir un leadership sur toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'au point d'utilisation. Donc, Air Liquide maîtrise la chaîne complète, de la production jusqu'au point de distribution. Cette maîtrise, elle se manifeste par deux aspects. La maîtrise de la technologie, ce sont des technologies propriétaires, des procédés propriétaires, et par les opérations qui sont effectuées par Air Liquide. Donc, ceci permet une maîtrise et une livraison de l'hydrogène efficace, durable, sûre et fiable. Donc, dans l'hydrogène énergie, Air Liquide investit déjà. Donc, on voit ici dans le monde entier, j'irai plus en détail, il y a plus de 120 stations hydrogène installées par Air Liquide dans le monde, dont 50 opérées par le groupe. Historiquement, il y a une production de 14 milliards de mètres cubes par an, 1850 km de gazoducs, et ça représente 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on a également un vecteur d'investissement qui s'appelle Aliad, qui investit dans les startups, qui nous aide à prendre des parts et à être présent sur le marché hydrogène énergie. Donc, je vais rentrer plus en détail. Donc, ici, c'est le marché des chariots élévateurs. Donc, Air Liquide est présent sur ce marché. Et plus particulièrement sur le marché nord-américain, où aujourd'hui, il y a 38 000 sur la côte nord-est, c'est un réseau de 12 stations en collaboration avec Toyota. En Californie, nous avons une station à Anaheim qui est particulièrement bien utilisée, avec 63 000 pleins et plusieurs autres stations, dont une station pour les camions. Et la Californie a des ambitions importantes dans l'hydrogène. Aujourd'hui, il y a 13 000 véhicules et il y a une ambition d'avoir 94 stations à l'horizon 2023.
pour accompagner cette croissance en Californie, Air Liquide en 2018 a investi une usine d'hydrogène liquide qui pourra alimenter 40 000 véhicules à l'horizon 2022 dans le Nevada. Donc Air Liquide prend des positions fortes pour la production d'hydrogène renouvelable avec la prise de participation dans l'entreprise Hydrogenix, qui est un acteur clé dans les électrolyseurs à membrane échangeuse de protons. Et récemment, nous avons démarré le plus gros électrolyseur à membrane échangeuse de protons à Bécancour, un 20 MW, donc 10 tonnes jour. Au Japon, il y a un gros développement où Air Liquide est présent avec 10 entreprises. L'ambition est de développer 900 stations à horizon 2030 et de déployer 800 000 véhicules. Aujourd'hui, on en est à 14 stations d'Air Liquide. En Corée, les ambitions sont similaires à celles du Japon. Et on est également très présent. En Chine, on a une stratégie de partenariat où on s'est associé à des entreprises chinoises comme Opoo, qui est le plus gros acteur des stations LNG en Chine, pour accompagner l'ambition du gouvernement chinois qui est de déployer 1 million de véhicules à l'horizon 2030 et 1000 stations. En France, vous avez entendu parler, à Paris, il y a une flotte de taxis hydrogène. Aujourd'hui, il y a 130 taxis hydrogène, nous avons 4 stations. Et récemment, donc les taxis sont opérés par l'entreprise Hype. Et récemment, cette Hype a racheté, avec également le soutien de différents investisseurs, dont Air Liquide, une société de taxis qui s'appelle Slota, et pour déployer 700 taxis à horizon 2021. Donc, ce sera la 3e plus grosse flotte de taxis à Paris. Et cette flotte sera une flotte de taxis à hydrogène. Nous accompagnons également la mobilité poids lourd avec le projet à Fos-sur-Mer de Hayamed qui va permettre de remplir 12 camions à hydrogène. Les camions stockeront de l'hydrogène à 700 bars et ils alimenteront des clients comme Carrefour, Coca-Cola et Monoprix. En juillet 2020, nous avons annoncé un projet de plus grande envergure encore, 1000 camions dans le Benelux, dont 500 dans le port de Rotterdam, avec 25 stations de grande capacité pour les camions. Voilà, c'est pour vous dire l'ambition et le déploiement à l'échelle européenne. En Allemagne, il y a une initiative remarquable qui est de couvrir l'ensemble du réseau, l'ensemble du pays par un réseau de stations hydrogène avec un plan de déploiement de 400 stations et 10 stations dans chaque zone métropolitaine de façon à pouvoir rouler dans toute l'Allemagne en véhicule hydrogène. Donc nous avons 34 stations sur les 90 qu'il y a et on accompagne le plan de déployer 400 stations. Toujours dans l'hydrogène vert, le projet iBalance au Danemark produit de l'hydrogène avec l'énergie renouvelable issue du vent et prend le maximum et optimise en fonction de la production de cette énergie renouvelable. Voilà. Et enfin, donc je vous ai parlé au début de cette étude du Hydrogen Council. Ce conseil de l'hydrogène regroupe maintenant 109 membres et couvre l'ensemble des pays développés. Et Air Liquide a été véritablement à l'initiative de ce conseil qui a une grande influence auprès des pouvoirs publics. Donc les perspectives, donc, en tant que les précurseurs, dont Air Liquide et bien d'autres, démontrent la durabilité de l'hydrogène. Maintenant, il s'agit d'encourager la montée en puissance en mettant en œuvre des politiques incitatives, en coordonnant les acteurs et en mettant en œuvre les premiers projets d'envergure. Donc, je vais finir par une citation de Benoît Potier, le PDG d'Air Liquide. L'hydrogène est vraiment au cœur de la transition énergétique. Comme nous pouvons produire de la chaleur et de l'électricité directement à partir de l'hydrogène de manière propre, nous comprenons facilement pourquoi il est indispensable à cette transition. C'est le commencement d'une aventure, nous avons créé un élan et maintenant il ne reste qu'à monter en puissance. Je vous remercie. Grand merci. Oui, peut-être tu nous dis, peut-être Jean-Pierre,
quelles sont maintenant les interventions de Renaud Modal. Oui, alors je voudrais d'abord remercier Sostène pour son intervention. J'ai vu défiler beaucoup de questions pendant cette intervention. Et ces questions portent sur plusieurs sujets qu'on pourra aborder après, mais qui me paraissent extrêmement intéressants. Le sujet de la production, effectivement, de l'hydrogène qui aujourd'hui provient à 95% de réformage de méthane, et en particulier de l'utilisation du nucléaire, de l'électricité nucléaire dans cette production d'hydrogène, qui peut être effectivement une solution. Il y a également des questions, je pense que ce sont les secondes en termes d'importance, sur le problème de la sécurité et de l'acceptabilité par le public de la source hydrogène, étant entendu qu'il y a eu quelques catastrophes dans le passé qui peut-être ont laissé des traces, bien que le Hindenburg ait brûlé il y a quand même maintenant très longtemps. Voilà, et puis il y aura peut-être une question, alors là elle vient plutôt de moi, qu'en est-il de l'utilisation directe de l'hydrogène dans les moteurs comme combustible et non pas en passant par l'intermédiaire d'une pile à combustible? Enfin bon, on verra ça après, mais effectivement il faut se préparer à répondre sur la production, sur le faible rendement, relativement faible rendement de l'électrolyse et du processus qui suit avec les piles à combustible, et puis sur le domaine de la sécurité. Maintenant, je pense qu'on peut passer la parole donc Voilà, à Renaud Modal. Si Renaud voulait bien nous partager Renaud, son oui. écran. Avec plaisir, Renaud, est-ce que ça vous est possible d'entrer sur votre présentation? Je fais mon possible. Voilà, je rappelle à tous nos participants que vous êtes bienvenus sur le chat, bienvenue dans cette conférence sur l'hydrogène, et que nous vous passerons la parole au sens où Jean-Pierre Cordier reprendra vos différentes questions à l'issue de la présentation maintenant de Renaud Modal, et que je remercie évidemment pour également son intervention de quelques minutes, là, une dizaine, quinzaine de minutes, et ensuite place au débat. Merci beaucoup de me permettre d'intervenir sur votre conférence. Donc, je suis Renaud Modal, je suis le directeur scientifique de Pragma Industries, et mon intervention va plus particulièrement porter sur la technologie des piles à combustible et de la mobilité. Donc, pour vous resituer, Pragma Industries est une société qui est basée à Biarritz et qui travaille principalement sur des piles à combustible de faible puissance pour des applications vélo à hydrogène et pour des applications de groupes électrogènes portatifs. Donc, je voulais commencer ma présentation en vous rappelant que même si le sujet hydrogène est un sujet extrêmement innovant, la technique, enfin on va dire le principe de la pile à combustible a été énoncé il y a déjà de nombreuses années, en fait même avant William Grove qui est ici sur ce slide. Ça a été énoncé par un lord anglais, Sir Henry Davy, en 1802. Il a énoncé le principe de la pile à combustible, c'est-à-dire de pouvoir fournir de l'électricité de façon continue en alimentant un système avec un combustible. Donc ici, ce que j'ai voulu mettre, c'est vous montrer l'évolution qu'il y a eu pendant 2 siècles de recherche, la première pile à combustible qui était aux alentours de 1840 de Sir William Grove, jusqu'au réel maintenant système de pile à combustible, donc ce qu'on appelle les moteurs de pile à combustible, ou ici en anglais le fuel cell engine, qui correspond aux 3 voitures qui sont produites de façon industrielle aujourd'hui, qui sont la Nexo de Hyundai, la Mirai de Toyota, et également la Honda, je ne me souviens plus du nom de la Honda, mais Honda qui a également un modèle de voiture à pile à combustible. Donc, de même, les premières voitures à pile à combustible datent déjà des années 70. Donc, vous voyez cette première voiture qui avait été conçue par Karl Kordesch à l'université de Vienne, avec une pile alcaline à l'époque. Donc, c'était une pile qui fonctionnait avec de la potasse. Vous voyez tous les réservoirs d'hydrogène qui étaient sur le toit.
Donc, nous sommes en 2020. Donc, ici, vous avez la Hyundai Nexo, qui est produite en série au même titre donc, que les productions de Toyota et de Honda au Japon. Mais mis à part la voiture, donc comme tout à l'heure Stan Grandjean l'a rappelé, il y a beaucoup d'applications pour les piles à combustible. Donc ici, si on s'intéresse à la mobilité, je vous ai mis sur la gauche de l'écran le vélo à assistance électrique à hydrogène de Pragma Industries, le générateur portatif à hydrogène donc, qui s'appelle le Trekkie également, mais au niveau de la mobilité, on a des bateaux, ici c'est Energy Observer, donc il y a un bateau laboratoire qui utilise beaucoup d'énergie renouvelable et l'hydrogène comme stockage de ces énergies renouvelables. Ici, nous avons un train à hydrogène, donc il y a plusieurs sites maintenant de démonstration en Europe, des chariots élévateurs à hydrogène qui ont été évoqués, et également plusieurs projets, que ce soit en Europe, en Norvège en particulier, ou dans la baie de San Francisco, de ferries à hydrogène. Donc, particulièrement, c'est pour combattre un petit peu tous les émissions qu'il y a dans les ports et qui sont de plus en plus importantes et sur les émissions de carbone à proximité des ports de forte importance. Ici, je vous ai mis la comparaison de deux systèmes, finalement, le système automobile et le système de vélo à assistance électrique à hydrogène. Donc, pour vous montrer un petit peu ces systèmes électriques, donc, quand dans une automobile, il va falloir avoir une pile à combustible, ce qu'on appelle un stack ici. Il va y avoir 3 réseaux ensuite de fluides, un réseau d'air, donc qui est le comburant, qui va alimenter la pile à combustible via un compresseur et un humidificateur, un réseau d'hydrogène. Ici, l'hydrogène provient d'un réservoir. Il est alimenté par la pile et souvent, on a un recirculateur qui permet d'aller au bout de l'utilisation d'hydrogène pour en maximiser le rendement. Et enfin, nous avons un circuit de refroidissement qui est d'ailleurs un des problèmes de la pile à combustible aujourd'hui, enfin, des problèmes non, mais une des améliorations et des optimisations à apporter au système de pile à combustible, ce sont les circuits de refroidissement, puisque les piles à combustible aujourd'hui fonctionnent à des températures assez basses, de l'ordre de 70 à 80 degrés. Et la différence de température avec l'air environnant n'est pas suffisante pour pouvoir refroidir de façon très efficace la pile à combustible. On observe des radiateurs très importants sur les piles. Maintenant, ici, on a un système de vélo qui est beaucoup plus simple et qui correspond à l'application, donc vélo à assistance électrique. On a un empilement, la pile à combustible qui est toujours au milieu. Et ce sont des piles qu'on appelle à cathode ouverte, c'est-à-dire qu'on va pousser ou tirer de l'air à l'intérieur des piles à combustible pour à la fois alimenter les piles et également refroidir les piles à combustible. Et on a un deuxième système qui est le système de l'hydrogène. Donc, on a un petit réservoir d'hydrogène sur le vélo qui permet une autonomie de 150 km à peu près, et tout l'hydrogène quasiment qui rentre dans la pile à combustible est consommé. J'ai parlé donc de ces systèmes au niveau de l'automobile ou des vélos à assistance électrique. Ici, j'ai souhaité vous montrer un petit peu, donc on est en cours de commercialisation de ces systèmes, mais où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il allait y avoir on va vers une réduction des coûts de l'ordre de 45% sur les 10 prochaines années. Donc, cette réduction des coûts va être liée, bien sûr, à l'augmentation de la production, mais également à la poursuite, finalement, de l'optimisation. Donc, quand on regarde le niveau de l'automobile, par exemple, on voit que du système pile à combustible, j'entends, on ne parle pas du tout de la chaîne de traction, mais ici, on voit que finalement, plus de la moitié du coût provient du cœur même du système, c'est-à-dire de la membrane et des électrodes de la pile à combustible, avec également ici la structure même du système que sont les plaques dipolaires. Quand on s'intéresse à un vélo à assistance électrique, le vélo ayant une pile beaucoup plus petite et un système finalement quand même on doit gérer autour, on voit que l'importance de ces ensembles membranes électrodes va être inférieure, c'est-à-dire de l'ordre d'un gros tiers. Et par contre, on voit apparaître ici la gestion du système, c'est-à-dire tout ce qui est contrôle-commande électronique, qui était de l'ordre de 6% ici sur l'automobile et qui va monter à un tiers sur le vélo, mais ce qui est normal puisque le système étant beaucoup plus petit, l'électronique, elle, prend de l'importance puisqu'elle n'est pas fonction de la taille du système.
Toujours sur les freins à la commercialisation, donc ici, je vous ai reporté des analyses du département d'énergie américain et qui a fixé des objectifs pour l'année 2030, tout en montrant le statut de l'année 2020 pour les systèmes de piles à combustible. Donc ici pour le système et ici pour l'empilement, donc la pile à combustible elle-même. Et on voit qu'il y a un travail important qui doit être fait au niveau du coût, puisque aujourd'hui on est à 50 $ du kilowatt pour le système et il faut descendre à 30 $ du kilowatt. Et également au niveau de la durabilité, puisque la durabilité aujourd'hui est de l'ordre de 4000 heures sur les systèmes tels qu'on les voit dans la Mirai, enfin dans les véhicules de Toyota, Honda ou Hyundai. Et il va falloir monter à 8000 heures pour des véhicules particuliers, sachant qu'ici on ne parle que des véhicules légers. Si on commence à s'intéresser aux véhicules lourds, c'est-à-dire aux poids lourds par exemple ou aux bus, il va falloir monter à plusieurs dizaines de milliers d'heures pour que le système soit rentable. Au niveau de l'empilement de la pile à combustible, donc du stack, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur la densité de puissance, sur le coût, bien entendu, puisqu'il faut descendre de 22 $ du kilowatt à 15 $ du kilowatt, et la durabilité, mais cette durabilité correspond à celle du système, bien entendu. Et ici, on voit le travail sur la thermique dont je parlais tout à l'heure. Juste pour vous donner un exemple, c'était pour vous donner une idée des marchés mondiaux à l'heure actuelle de l'automobile et des vélos à assistance électrique. Donc, on estime qu'il est produit par année à peu près 90 millions de véhicules de partout dans le monde. Donc, vous voyez ici la décomposition sur les États-Unis, l'Europe et la Chine. Donc, il y a une décroissance en 2020, mais qui est bien normale avec la crise sanitaire. Au niveau des vélos, on est à peu près à 130 millions de vélos produits par an. Donc voilà, ce sont des chiffres qui vous permettent d'imaginer les défis qui nous attendent donc pour transformer un petit peu ces marchés. Alors, j'entends pas que tous ces marchés vont être intégralement transformés du thermique aujourd'hui à la pile à combustible demain. Il y aura des transitions douces, il y aura certainement beaucoup de technologies qui vont cohabiter, mais c'est un défi énorme qui nous attend. Voilà, et souvent, on nous pose la question de savoir au niveau de l'infrastructure. Donc, tout à l'heure, Sosten a répondu en particulier à cette question, en partie à cette question au niveau de l'Allemagne. Ici, je vous ai mis une capture d'écran d'un site qui est h2station.org qui vous montre en temps réel finalement l'évolution des stations en Europe. Et vous voyez que le maillage commence à se faire. Ici, donc, vous avez en vert toutes les stations en opération et en jaune, celles qui sont en cours d'installation. En blanc, enfin en noir, ce sont les anciens projets, mais ce que vous montre ce dernier écran, c'est que vraiment, il y a un maillage qui est en train de se faire. Et quand on voyait tout à l'heure sur un des slides qu'en Allemagne, l'intention était d'installer une station tous les 90 km, ce qui correspond quand même à un maillage qui commence à devenir raisonnable, sachant que les autonomies sont de l'ordre de 400 à 500 km, on voit qu'on a passé déjà un cap et qu'on est en train de s'approcher petit à petit d'un maillage minimum. Voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter au niveau de la technologie et au niveau de cette mobilité, que ce soit au niveau de l'automobile ou des vélos à assistance électrique, puisque il faut également évoluer dans ce concept de mobilité. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, merci à vous Renaud. Je vous propose très volontiers, peut-être avant de redonner la parole à Jean-Pierre, de donner tout de suite la parole à Olivier Truffinet, parce qu'il se trouve que Jean-Pierre le sait et Olivier a accepté de contribuer à la modération de nos échanges. Il a la particularité d'être un jeune, d'être un étudiant de l'école polytechnique et il a également l'autre particularité d'être membre du collectif pour un réveil écologique. Alors, Olivier, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez utile à poser comme question à nos deux intervenants? Et je vois que sur le chat, on a dit plein de bonnes choses, mais on ne dit pas le côté sombre de l'hydrogène. Est-ce que c'est votre avis aussi à vous, Olivier? Alors oui, bon, dans les grandes lignes, je vais pas gâcher la surprise, mais j'ai été plutôt invité en position de contestateur que de franche approbation. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais reprendre pour la plupart des choses qui ont déjà été dites dans les commentaires, parce qu'il y a
plein de questions pertinentes avec lesquelles je suis d'accord. Et pour commencer, peut-être quand même s'adresser à l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais. Il y a quand même un problème qui est qu'aujourd'hui, comme l'ont dit beaucoup de gens, l'hydrogène est très carboné. Donc, 96% de la production est faite de manière carbonée, avec des énormes rejets de l'ordre de 8 à 9 à 18 tonnes par tonne d'hydrogène produit, selon qu'on le fasse à partir de gaz ou de charbon. Donc, en plus, le problème, c'est que cet hydrogène sale coûte 4 fois moins cher que l'hydrogène électrolysé actuellement, comme indiquait M. Grandjean. Et dans un monde de libre concurrence comme le nôtre, on imagine que cette production ne va pas s'arrêter du jour au lendemain, puisqu'elle est si rentable. Du coup, si on développe fortement la mobilité à l'hydrogène, on s'expose fatalement à ce qu'une partie importante de cette mobilité soit alimentée en hydrogène sale, puisque cet hydrogène sera disponible. Et de fait, il y a quand même une petite réserve par rapport à la fin de la présentation de M. Grandjean. Vous parlez de beaucoup de stations de véhicules à hydrogène, et vous ne précisez pas toujours comment ils sont alimentés. Typiquement, celle en Chine, j'imagine que c'est à partir d'hydrogène et à partir de charbon, puisque c'est comme ça que se produit le pays. Donc, de l'hydrogène produit à 20 tonnes de CO2 la tonne d'hydrogène. Je dois avouer qu'en termes de soutenabilité, on a fait mieux quand même. Donc, voilà, c'est le premier point. Comment est-ce que vous Donc, oui, de l'hydrogène très sale actuellement? Oui, je peux répondre à cette question. Donc, ça, c'est vraiment l'ensemble de la filière et les pouvoirs publics ont bien pris en compte, bien pris en conscience de ça. Ça servira à rien de déployer une mobilité à échelle massive si l'hydrogène n'est pas décarboné. Et donc, tous les plans de subvention que j'ai montrés, donc les 70 milliards, sont pour de l'hydrogène décarboné ou de l'hydrogène vert. Et les projets qui, à grande échelle, vont être des projets de production d'hydrogène vert, d'abord, pour des applications d'industrie, et le restant sera pour la mobilité. Mais il y a un véritable changement à faire sur la façon dont on produit l'hydrogène. C'est une transformation à faire qui ne va pas se faire du jour au lendemain, mais la bonne nouvelle, c'est que les gouvernements poussent très fort sur ça. Alors, si je peux intervenir, donc à ce moment-là, l'idée, c'est de remplacer l'hydrogène gris qui vient du réformage du méthane par de l'hydrogène qui viendrait de l'électrolyse. Ou par de l'hydrogène qui est capturé. À partir de biométhane. Capturé. Et alors, le problème, c'est que l'électrolyse, ça consomme énormément de courant électrique. Et alors, je ne sais pas, vous allez pouvoir peut-être me dire si les chiffres que j'ai sont bons, mais j'ai lu que pour produire l'équivalent de l'hydrogène produit, utilisé aujourd'hui chaque année, c'est-à-dire environ 80 millions de tonnes, il faudrait dépenser, en gros, l'énergie électrique utilisée aujourd'hui par toute l'Union européenne. J'ai même le chiffre en térawattheure, mais je pense que ça n'intéresse personne. Donc, est-ce que vous confirmez ça? Donc, ça veut dire que l'électrolyse par la production d'hydrogène par électrolyse pose un problème d'alimentation électrique. D'autant plus, et là, c'est une question qui a été posée, en disant les électrolyseurs ne supportent pas l'intermittence électrique. Alors, c'est un peu ennuyeux si justement ils utilisent pour faire face à l'intermittence de l'alimentation. Donc, quelles sont vos réponses par rapport à ça? Donc, sur les chiffres, oui, je pense que vous avez raison, je n'ai pas les chiffres en tête. Alors, ce qui se passe, c'est que l'hydrogène décarboné peut être produit par différentes façons. Donc, il y a l'électrolyse, donc là, il faut de l'électricité. Donc, cette électricité, il faut produire de l'électricité renouvelable. Donc, ça va de pair avec l'augmentation des capacités d'énergie renouvelable. Et l'avantage de l'hydrogène, c'est qu'on peut utiliser l'énergie renouvelable qui est produite en excès. Donc, il y a cette capacité d'utiliser l'excès d'énergie renouvelable. Après, donc ça c'est une des façons. Après, l'autre façon, c'est de capturer le CO2 à partir de la production par réformage de gaz naturel
j'en ai pas parlé, mais il y a nos plus grands SMR dans le Benelux vont voir leur CO2 capturé et injecté dans le champ de pétrole qui a été vidé à Northern Light au large de la Norvège. Il y a également le réformage du biométhane. Donc ça fait plusieurs façons d'obtenir de l'hydrogène à bas carbone. Oui, enfin, la capture et l'injection du CO2, je ne vois pas en quoi ça permet de faire de l'hydrogène. On peut utiliser le CO2 et l'hydrogène pour faire réaction de Fischer-Tropsch pour faire du méthane. D'accord, mais injecter le CO2, c'est simplement récupérer le CO2 dans l'atmosphère puis l'injecter. Donc, c'est très bien pour le bilan CO2, mais quel rapport avec l'hydrogène? Donc là, non, là, je parle de la capture du CO2 quand on produit notre hydrogène. Ah, d'accord. Ah, d'accord. OK. Donc, vous produisez l'hydrogène à partir du méthane ou du charbon, mais le CO2 qui est produit est capturé et injecté. Il ne part pas dans l'atmosphère. Oui, pardon. Bien. Olivier, tu as une autre question peut-être? Quelques autres même. Une autre remarque importante que j'ai vue beaucoup dans les commentaires, c'est justement la question de l'efficacité, ce que vous venez de dire finalement, la consommation électrique très importante, mais qui se traduit dans les faits par un problème très concret qui est par exemple la concurrence avec la voiture à batterie. Et de fait, on voit plusieurs constructeurs automobiles déjà qui se sont détournés de la voiture à hydrogène en argumentant que la voiture à batterie était pour l'essentiel supérieure, en pointant du doigt sa consommation d'électricité qui est 2 à 3 fois moindre. Et les problèmes d'approvisionnement en électricité que vous mentionniez, M. Cordier. D'où ma question, est-ce qu'un fort développement de la mobilité verte à l'hydrogène et de la mobilité à l'hydrogène vert est forcément souhaitable? Vous-même, M. Grandjean, dans votre panel d'applications, vous avez montré que certaines applications sont susceptibles de capter énorme part de marché, typiquement pour les poids lourds, alors que d'autres beaucoup moins. Et dans les beaucoup moins, il y avait notamment la voiture individuelle. Dans ce cas-là, est-ce qu'il faudrait pas avoir une communication un peu plus nuancée et réserver l'hydrogène pour des marchés de niche, typiquement les poids lourds, et pas pour du tout venant de mobilité? Je réponds, oui. Donc, oui, la question du rendement, c'est une question importante qui est souvent posée. Après, il faut regarder l'usage, finalement, quelle est la valeur d'usage apportée par l'énergie. Donc, ce sont deux choses importantes. Donc, le pétrole est finalement une efficacité très faible. C'est une des efficacités les plus faibles pour alimenter un véhicule. Et pourtant, il apporte une valeur d'usage énorme aux clients en permettant une très grande autonomie et un temps de recharge très rapide. Donc, l'hydrogène se place plus près de l'essence ou du pétrole que de l'électrique en termes de valeur d'usage et arrive en termes de coût, même malgré cette efficacité moins bonne que l'électrique, on arrive à des coûts qui sont proches, voire à la parité avec l'essence. Juste, j'aimerais intervenir aussi là-dessus au niveau des véhicules à hydrogène. Donc, on a l'habitude de mettre dos à dos les véhicules à batterie et les véhicules à hydrogène, sachant qu'on pourra tout à fait avoir une cohabitation entre les deux. Et vous avez complètement raison sur le fait de dire qu'il y a des usages qui vont être complètement différents. Et aujourd'hui, on voit, par exemple, que pour des faibles autonomies, on va favoriser les véhicules à batterie, quand pour des autonomies un peu plus grandes, on va avoir des vrais problèmes. Alors, il y a des constructeurs aujourd'hui qui annoncent des autonomies fantastiques. Maintenant, c'est au détriment de la durée de vie. Donc, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe et pas forcément opposer les technologies les unes aux autres. Alors, je suis bien d'accord avec ça, M. Mosdal. Le problème, c'est justement que certains acteurs ont en ce moment une communication tonitruante sur l'hydrogène et en mettent à toutes les sauces et justement promeuvent fortement la voiture électrique. Et dans la communication de M. Grandjean, on parle bien des nombreuses stations de recharge de voitures individuelles. Et c'est ça ce qui me dérange un peu. Et c'est très vrai aussi dans la communication du gouvernement, qui clairement ne fait aucune distinction entre les usages et mettrait du 100% hydrogène.
Si vous permettez, je voudrais reprendre une question du chat sur ce sujet. Et peut-être, Renaud ou vous, Sosten, quel est votre avis sur la base des plans français et allemands hydrogène actuellement? Quelle peut être la part de l'hydrogène pour la mobilité, une fois que l'industrie sera fournie? C'est assez compliqué de répondre à cette question parce que ça va dépendre également de la production, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le ramp-up, la montée en puissance de la production au niveau mondial. Aujourd'hui, quand on parle de production de véhicules, enfin, il n'y avait aucun problème par ailleurs d'approvisionnement en hydrogène, de stations, de maillage et autres, on a quand même un vrai problème de fabrication des véhicules. C'est-à-dire qu'on est à l'échelle aujourd'hui, si vous voulez, au niveau de la production des véhicules à hydrogène, de celle des véhicules comme des Ferrari ou des Lamborghini ou ce genre de véhicules. C'est-à-dire que c'est ça aujourd'hui la capacité de production dans le monde de véhicules à hydrogène. Donc, de toute façon, on n'en est pas enfin, on va se poser cette question-là puisque, comme l'a très bien montré le début de la présentation là, de Sosten Grandjean, c'était si on veut aller vers une augmentation de maximum 2 degrés de la température moyenne de la planète d'ici la fin de notre siècle, il va falloir qu'on fasse d'énormes efforts et l'hydrogène en fera forcément partie, l'hydrogène et les véhicules électriques de façon générale. Donc, la question, on peut se la poser effectivement en disant à un horizon de 10 ans, quelle va être la part de l'hydrogène dans la mobilité en Europe. C'est la question de vraiment se la poser en disant il faut absolument que en 2050 ou plus tard, on ait atteint au minimum 30 à 40% de cette part de marché de la mobilité. Mais vous pronostiquer dans les 10 prochaines années, c'est quasiment impossible. Aujourd'hui, en fait, on peut prendre une boule de cristal et essayer d'annoncer des chiffres, mais ça va être très compliqué. Pour rester dans le sujet et venir à une question qui a été posée dans la conversation, dans le chat, c'est la question des métaux rares qui sont utilisés pour les batteries. Et je n'ai aucune idée de la manière dont ils sont utilisés dans les piles à combustible, qui nécessitent également des catalyseurs. Je ne sais pas trop quel catalyseur. Donc, quel est votre avis sur d'une part, la disponibilité des métaux rares et d'autre part, donc, le potentiel d'utilisation de ces métaux pour faire beaucoup de piles à combustible ou beaucoup de batteries? Est-ce que je peux préciser immédiatement cette question? Oui, bien sûr. Parce que, à ma connaissance, le métal absolument critique pour la filière hydrogène, enfin pour la filière électrolyse, c'est le platine, qui est le catalyseur irremplaçable à la fois des électrolyseurs et en tout cas des électrolyseurs PEM et des piles à combustible, qui en consomment des grandes quantités. Donc, par exemple, une voiture hydrogène va consommer une vingtaine de grammes, c'est-à-dire 10 fois plus qu'une voiture thermique, ce qui représente d'ailleurs une petite somme dans le prix de cette voiture. Et du coup, si on estime qu'on remplace les voitures par des voitures à hydrogène, par exemple, enfin, si on estime qu'on multiplie par 10 avec les développements envisagés pour la mobilité hydrogène, disons, les réserves estimées de platine passeraient de 60 ans à 6 ans, ce qui est un peu problématique. Alors, qu'est-ce que vous répondez, Sosten ou Renaud? Alors il faut bien que nous sommes là entre personnes de bonne volonté, entre scientifiques. Donc, c'est un débat que nous avons, mais c'est un débat que je souhaite bien entendu constructif. Et, je peux vous répondre à cette question, enfin, Sosten. Oui, Renaud, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses sur la pile à combustible. Oui, donc c'est des études qui sont faites depuis un moment, donc et qui montrent plusieurs choses. D'abord, effectivement, le vrai problème de la pile à combustible et du platine dans la pile à combustible, il y a deux ordres. C'est d'abord effectivement la quantité par pile. Donc cette quantité est en train de diminuer de façon très importante, ne serait-ce que pour diminuer le coût. Aujourd'hui, on commence à avoir des solutions pour s'en passer. C'est pas des solutions à 1 an, c'est pas des solutions à 5 ans, c'est des solutions à 10 ans ou à 15 ans. Mais il y a des solutions qu'on ne voyait pas apparaître il y a une dizaine d'années qui maintenant permettent un certain optimisme dans le futur. L'autre volet, c'est la disponibilité, comme vous avez dit, du platine. Aujourd'hui, le platine est utilisé dans d'autres industries, c'est vrai,
utilisé en électronique, dans l'industrie du verre, dans la bijouterie. Le problème de la montée en puissance ou la montée en production des véhicules à pile à combustible, c'est le pic initial, c'est-à-dire de savoir si on doit du jour au lendemain remplacer 90 millions de véhicules produits par an par des véhicules à pile à combustible, on n'y arrivera pas. C'est pas le tonnage annuel qui permettra ça. Par contre, c'est la montée en puissance progressive et ensuite surtout le recyclage, c'est-à-dire que c'est ce recyclage qui va permettre justement d'avoir une certaine pérennité dans l'utilisation du platine dans les piles à combustible, au moins dans un premier temps. Et ce recyclage, aujourd'hui, il faut y travailler, et on y travaille ardemment dessus, c'est-à-dire que chaque fois que des piles à combustible sont produites, de regarder l'analyse de cycle de vie total en incluant le recyclage là-dedans. On parlait des métaux-nobles ou semi-nobles dans les piles à combustible et dans les batteries. Juste pour rappel, hein, pour mémoire, on a quand même du cobalt également dans les piles au lithium qui pose un réel problème également de disponibilité et à plus grande échelle. Donc, si vous voulez, c'est des problèmes qu'on voit apparaître dans toutes les technologies et c'est pour ça que je remercie Jean-Pierre Cordier pour dire qu'on est entre scientifiques et peut-être entre technologues ici et de voir qu'on ne peut pas se positionner, on ne peut pas prendre une image à un temps T, de dire aujourd'hui la pile à combustible, on met tant de grammes par moteur, donc on va produire 90 millions de véhicules ou 100 millions de véhicules par an de véhicules à pile à combustible en 2050 et il y aura 100 millions fois le grammage d'aujourd'hui dans les véhicules. C'est pas possible de raisonner comme ça. Donc, il faut vraiment voir qu'il y aura une montée en puissance qui va être progressive et qui permettra d'absorber ce pic de consommation de platine. Sosten, vous voulez ajouter quelque chose? Non, je suis en phase avec Renaud. Il y a une question sur l'utilisation des hydrures, Société McPhy, dans le cadre de la mobilité des véhicules. Qu'est-ce que vous en pensez? Les hydrures, pour la mobilité, l'intérêt des hydrures, c'est qu'il y a une très bonne densité de stockage volumique. Donc, dans un volume donné, on peut stocker beaucoup d'hydrogène. Par contre, c'est une densité massique qui est assez faible. Et donc, ça pèse très lourd. Et donc, c'est ce qui pénalise l'utilisation du stockage d'hydrures dans les véhicules. Bon, il y a certaines applications qui, quand même, réussissent à utiliser ça. Renaud, peut-être tu pourras en dire un peu plus. Les principales applications, comme tu dis, c'est les applications où il faut du poids, donc typiquement les chariots élévateurs, où on peut mettre un hydrure comme stockage, puisqu'on va avoir besoin de poids pour maintenir le centre de gravité du chariot très bas et pour éviter qu'il se renverse. Mais autrement, pour les véhicules de tous les jours, je pense que pour l'instant, les réservoirs hydrogène aujourd'hui, les réservoirs à 350 bars ou à 700 bars ont pris le pas sur les hydrures, quels qu'ils soient. Et d'autant plus qu'on a toujours un problème avec les hydrures, c'est la désorption à basse température. Donc, ça veut dire que dès qu'on commence à descendre en dessous de 5 degrés, voire de 0 degré, on ne désorbe plus du tout l'hydrogène dans les hydrures. Donc, ça peut être très problématique pour les voitures. Oui, alors il y a justement, on arrive au sujet, un sujet qui est relativement, enfin qui me paraît tout à fait intéressant. Je crois qu'il a été également évoqué. Quand on compare la densité énergétique de l'hydrogène, 1 kg d'hydrogène versus 1 kg d'essence. En gros, l'hydrogène contient environ 3 à 4 fois plus d'énergie que l'essence. Donc, c'est génial. Sauf que c'est 1 kg d'hydrogène qui est isolé. Si maintenant on le met dans un réservoir à 350 ou à 700 bars, il faut que ce réservoir soit solide. Donc, le réservoir, il est lourd. Alors que le réservoir d'essence, bon, c'est de la tôle peut-être un peu amélioré, mais il est beaucoup moins lourd. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on a totalement inversé la densité énergétique qui est à ce moment-là 3 fois meilleure pour l'ensemble réservoir plus essence contenue par rapport à l'ensemble hydrogène plus réservoir qui contient cet hydrogène. Donc, est-ce que vous pensez… Et alors là, j'ai été étonné quand Sosten a dit c'est bien l'hydrogène pour les avions parce que c'est léger.
mais l'hydrogène, je crois qu'il faut 11 000 mètres cubes pour faire 1 kilo. Donc, je ne vois pas trop comment on peut l'utiliser dans un avion, sinon à le comprimer beaucoup, ce qui revient à l'alourdir beaucoup. Donc, par rapport à ces interrogations, bon, c'est des interrogations, hein, donc qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Oui, je peux commencer à répondre. Donc, le stockage d'hydrogène, il se fait principalement soit sous pression avec des réservoirs composites, soit sous forme liquéfiée avec des réservoirs double enveloppe. Mais le poids du stockage est, je dirais, est d'ordre secondaire par rapport au volume qu'il prend. Disons que pour obtenir la même autonomie, on va finalement avoir un surpoids qui sera bien moins important que le surpoids d'une batterie. Par contre, on va avoir un volume significativement plus important que le volume d'un stockage à essence. Et donc, pour un avion, on va stocker de façon en liquide. Et le poids du stockage liquide ne va pas être un problème. Ça va plutôt être l'espace. Il va falloir trouver l'espace dans le carénage, dans les ailes. Donc, c'est pas un problème de densité massique, c'est plutôt un problème de densité volumique. D'accord. Ouais. Moi, j'aimerais juste revenir sur la voiture parce que c'est toujours des questions qu'on pose effectivement sur de comparer des réservoirs de carburant, donc d'essence dans une voiture avec une voiture thermique, avec des réservoirs d'hydrogène dans une voiture à pile à combustible. Il faut bien garder en tête qu'on change de modèle. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la phrase suivante, ce serait de dire oui, mais on va comparer le poids d'un moteur thermique avec son embrayage et sa boîte de vitesse par rapport à un moteur électrique. Il faut comparer la chaîne de traction dans son ensemble, les systèmes dans son ensemble. C'est-à-dire que oui, on pourra avoir des pertes à un moment, c'est-à-dire dire qu'on va être pénalisé sur le réservoir, c'est-à-dire sur la partie carburant, mais est-ce qu'on ne va pas avoir des gains sur la partie traction? Et est-ce qu'on ne va pas avoir des gains, par exemple, quand on parle de transmission, par exemple, d'avoir des différentiels par roue, qui soient des différentiels électriques, plutôt d'avoir un différentiel mécanique sur une voiture. Donc, ce genre de choses, si vous voulez, il faut mettre tout en perspective, plutôt que de prendre juste une partie du système et de se dire comment est-ce que je compare toutes les parties du système entre elles. Voilà, c'était juste amener un petit peu ça au débat parce que on parle de plus en plus de fabriquer des voitures, parce qu'on avait commencé à faire les voitures électriques aussi à partir de voitures thermiques, c'est-à-dire qu'on prend une voiture thermique, on enlève le moteur, on enlève tout, ensuite on met des batteries, on met ou une pile à combustible et un moteur électrique, on regarde comment ça roule. On n'arrivera jamais à faire une voiture optimisée dans ce cadre-là. Et donc, ce qu'on a commencé à faire et ce que les constructeurs japonais et coréens ont commencé à faire, c'est de bâtir des voitures, finalement, autour des systèmes de propulsion. C'est-à-dire d'avoir la voiture, par exemple, c'est la classe A de Mercedes qui avait été prévue pour ça, c'est de pouvoir mettre des batteries dans le fond de caisse de cette voiture. Et maintenant, on commence à voir d'autres, comme la Zoé, par exemple, qui est construite autour des batteries et non plus de remplacer purement du thermique par de l'électrique. Et alors, une question que j'avais évoquée tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire un moteur thermique fonctionnant à l'hydrogène? Oui, bien sûr. BMW a travaillé dessus pendant de nombreuses années. D'ailleurs, BMW a même offert une voiture, une BMW thermique à hydrogène à l'Élysée. Alors, je ne sais plus à quel président, il me semble que c'était à Jacques Chirac. Mais BMW a arrêté parce que c'est énergétiquement, enfin, il y avait un sens peut-être au niveau énergétique, au niveau de l'hydrogène. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est énormément intéressé au carbone, au CO2. On ne s'est pas du tout intéressé aux polluants. C'est-à-dire que le CO2 n'est pas un polluant. Le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Mais par contre, aujourd'hui, les polluants des véhicules, tous les voitures thermiques, ce sont les NOx, ce sont les particules, ce sont les vrais polluants. Et ces polluants, ils interviennent quand les réactions sont faites à haute température, donc aux alentours au-dessus de 900 à 1000 degrés. Et le gros avantage des piles à combustible, c'est d'arriver à convertir l'hydrogène en électricité à basse température.
même comme je disais tout à l'heure, à trop basse température. Mais tant qu'on va rester aux alentours des 100-200 degrés, on ne va pas avoir de production de NOx et encore moins de particules. Bon, avec l'hydrogène, on n'aura pas de particules, mais par contre, un véhicule thermique à hydrogène produit des NOx parce qu'on va monter à 1000, 1100 ou 1100 degrés. Et du bruit. Pardon? D'accord. Du bruit. Et du bruit en plus, oui. Ok, non, effectivement, c'est très intéressant. Olivier, y a-t-il une autre question? Alors oui, quelques autres. Toujours dans les questions dans le chat, il y en a plusieurs intéressantes. Déjà, il y a plusieurs gens qui voudraient revenir sur la question de savoir si on peut coupler l'électrolyse avec les énergies intermittentes. Parce que tout à l'heure, il a été évoqué que l'électrolyse, ça ne marche pas avec l'électrolyse alcaline et la distinction n'a pas bien été faite. Donc oui, l'électrolyse à membrane peut bien se coupler et par contre pas bien l'électrolyse alcaline. Voilà, comme ça je réponds à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y avait aussi d'intéressant? Oui, quelqu'un d'autre a mentionné, et je voulais aussi en parler, les autres sources alternatives de production d'hydrogène vert. Il y a actuellement des travaux intéressants sur la production à partir de biomasse, à la fois en fermentation sombre et en pyrogazéification. Est-ce que vous avez des plans par rapport à ça? C'est l'intérêt de l'hydrogène, c'est qu'il est présent un peu partout et qu'il y a une myriade de procédés possibles. Et il y a beaucoup de procédés qui sont en cours de développement que nous, on suit. Pour l'instant, les procédés matures, c'est le réformage du gaz, biogaz ou gaz naturel et l'électrolyse de l'eau. Oui. Une fois que d'autres procédés arriveront à maturité à des coûts acceptables, ils pourront être déployés. Pour l'instant, on ne les voit pas à un horizon moyen terme. On ne les voit pas à l'horizon 2030, on va dire. Alors, à l'horizon 2030, je ne sais pas, mais il y a quand même des démonstrateurs déjà. À Strasbourg, à côté de Strasbourg, il y a une compagnie qui veut produire de l'hydrogène pyrogazéifié à 4 € le kilo, ce qui est déjà inférieur à l'électrolyse. On suit ça avec notre recherche et développement. Oui, alors je peux vous signaler que dans la région de Pau, dont je suis originaire, il y a 2 projets actuellement. Je pense que peut-être, Sostène, vous êtes au courant. Il y a 2 projets qui combinent méthanation, énergie solaire pour produire, in fine, du méthane. Et c'est extrêmement intéressant puisque c'est couplé également avec une usine d'incinération de déchets. Donc, il me semble que là, il y a une chaîne, bon, ça serait un peu compliqué de la décrire, et ce n'est pas le lieu, mais ça me paraît être une application extrêmement intéressante dans la vision d'un hydrogène participant à la transition énergétique. Oui, c'est la création de carburants synthétiques, finalement, à partir d'hydrogène et de CO2. C'est un potentiel important parce que l'intérêt de ces carburants synthétiques, c'est qu'on n'a pas besoin de changer le moteur ou le stockage. Ils peuvent être directement utilisés. Absolument, ils peuvent être mis même directement dans le réseau de gaz. Dans le réseau de gaz. Et donc, alors maintenant, il y avait une question sur l'acceptabilité grand public. Donc, vous êtes au cœur de ce problème. Est-ce que vous avez le sentiment que l'hydrogène, dont on parle beaucoup, est une source d'énergie qui est attendue, qui est bien reçue, ou au contraire, est-ce que ça fait peur, comme le nucléaire, par exemple, qui fait peur? Ouais, moi, je vais prendre la parole en tant que plus ancien que Sostène, donc avec un peu plus d'expérience derrière et d'avoir vu l'évolution. Donc, ça fait 30 ans que je travaille dans le domaine de la pile à combustible et j'ai vu l'évolution vraiment de l'acceptabilité. On a vu ça quand les piles à combustible sont sorties du laboratoire. Donc, les gens, on est passé d'un système uniquement de recherche et développement, donc qui peut avoir un aspect un petit peu dangereux par principe, à un système qui soit à la portée de tous. On a vu des opérations qui ont été menées sur des bus, par exemple, en Europe, aux États-Unis ou au Canada, donc qui ont été menées sur des flottes assez larges, et on a vu un petit peu les retours des gens. C'est-à-dire, après une première appréhension, on a vu que les gens, finalement, adoptaient très facilement l'hydrogène. Cette adoption
si on parle au niveau français, elle a été facilitée par les pompiers. C'est-à-dire que les pompiers ont adopté la technologie de l'hydrogène très tôt et ils se sont un petit peu emparés, tout simplement parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui allait se passer avec des véhicules à hydrogène, comment est-ce qu'il fallait former les futurs pompiers à la technologie de l'hydrogène. Et je pense que ça a eu un impact sur le grand public de voir que si les pompiers, qui sont vraiment le symbole de la sécurité et de la sûreté, même au niveau chimique, si eux adoptaient ce genre de technologie, ça permettait d'avoir beaucoup d'optimisme par rapport à la technologie elle-même. J'aimerais juste revenir sur un point, une chose que j'aime absolument pas faire, c'est tout à l'heure, j'ai vu passer encore des choses sur le dirigeable sur l'Hindenburg, et c'est un exemple que j'enseigne en master et j'ai eu pas mal d'étudiants en face de moi et au fil du temps, quand je leur demandais à quoi vous fait penser l'hydrogène, effectivement, il y a une quinzaine d'années, l'Hindenburg arrivait assez souvent en tête. Maintenant, ça arrive de moins souvent en tête. J'espère que la génération actuelle, donc, d'abord, a perdu cette mémoire collective qu'il était temps de perdre. Mais ensuite, j'expliquais donc à tous les tenants de cette mémoire collective que c'est un accident qui s'était passé, je crois que c'est en 1937, donc il y a 63 et 21, c'est 88 ans de ça, que c'est arrivé qu'une seule fois, c'est avec de l'hydrogène. On a eu un accident similaire après la guerre en 47 ou en 48, avec un dirigeable qui était rempli d'hélium. Et donc, ce qui a fait penser à beaucoup de chercheurs et des études qui ont été faites il y a une dizaine d'années, que l'hydrogène n'était absolument pas en cause, c'était l'enveloppe du dirigeable qui était en cause, c'est-à-dire que l'enveloppe de ce dirigeable, c'était des peintures, et ces peintures correspondaient, finalement, l'accumulation de ces couches de peinture correspondait à peu près à des combustibles de roquettes. Donc, ça a vraiment été un problème de pas de chance, d'être au mauvais endroit au mauvais moment, avec beaucoup d'électricité statique et tous les composés chimiques pour enclencher un incendie. Ensuite, quand vous avez une enveloppe qui s'enflamme, qui est pleine d'hydrogène, il ne faut pas non plus trop la titiller, au bout d'un moment, ça explose. Maintenant, j'aimerais venir au bilan de Hindenburg. Il y a eu moins de 50 morts. Et la plupart des morts de cette catastrophe sont des gens qui ont sauté. C'est-à-dire que là, il y a eu beaucoup de brûlés. Le dirigeable s'est posé au bout d'un moment. Et il y a eu des gens qui ont été très sérieusement touchés aux jambes, aux bras, qui ont eu de multiples fractures. Mais si vous voulez, le bilan de 50 morts pour une catastrophe dans une filière industrielle, ça voudrait dire que chaque fois qu'il y a un accident d'avion, on va remettre en cause toute la filière de l'aviation mondiale. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui en rappelant sans arrêt le Hindenburg, c'est-à-dire que je suis vraiment malheureux pour les gens qui sont morts dans cet accident et pour leurs familles, mais on ne peut pas mettre, si vous voulez, en regard d'une filière globale, un accident qui a eu lieu il y a des années de ça, et en disant que si cet accident a eu lieu, donc l'hydrogène est dangereux. Ça me semble un petit peu incohérent comme raisonnement. Voilà, je voulais juste revenir là-dessus aussi pour si je peux qu'on mettre soit un assez avis clair. je veux dire que ça a été très largement oublié. Aujourd'hui, je connais personne dans ma génération qui avait peur de l'hydrogène. Tant mieux. Alors, puisqu'on parle de votre génération, Olivier, je voudrais vous poser une question aussi à vous, Renaud, et à Sosten, au sujet justement de comment cette question de l'hydrogène peut devenir ou pas une possibilité, une solution pour trouver un emploi. Vous avez dit tout à l'heure, Sosten, que c'était là sans doute un très gros gisement, un très gros potentiel pour l'employabilité. De quelle façon cela va se produire et est-ce que c'est vrai principalement dans tel ou tel pays ou est-ce que c'est réservé à tel ou tel type de catégorie de personnes? Quelles sont aujourd'hui, parmi les jeunes qui nous écoutent, la chance ou pas d'être employés demain sur ce sujet, dans ce secteur de l'innovation et de l'hydrogène? Eh bien, les chances sont de plus en plus importantes parce que quand on regarde les différentes sociétés qui travaillent sur l'hydrogène, elles ont toutes un nombre significatif d'offres d'emploi ouvertes. Moi, juste dans mon secteur des stations, sur une centaine de personnes qui travaillent sur les stations, on ouvre 21 postes en ce moment.
Donc, on augmente de 20% le nombre de personnes qui travaillent sur les stations embauchées à l'équipe. Et c'est la même chose sur les autres secteurs, donc la production, l'hydrogène et la distribution. Après, plus il y aura de formation, plus les écoles formeront sur l'hydrogène, plus il y aura une adéquation finalement entre les profils et puis les besoins de la filière. Ouais. Pour compléter ce qu'il disait Sosten, donc moi je viens plutôt du monde des startups que du monde des grandes entreprises, c'est-à-dire que je suis passé par différentes startups ces dernières années, et donc j'ai vu les emplois, et là, donc chez Pragma Industries, on voit une société qui est en pleine croissance à l'heure actuelle, et la société où j'étais auparavant, c'est Symbio. Symbio, c'est une société qui a 10 ans et qui aujourd'hui compte plus de 300 personnes. Donc, et il y a à peine 3 ans ou 4 ans de ça, il y avait 40 à 50 personnes dans la société. Donc, c'est-à-dire qu'on a des croissances qui sont très, très fortes aujourd'hui au niveau des sociétés qui travaillent sur des applications, sur des piles à combustible ou sur les applications de piles à combustible. Et je viens de voir passer un commentaire à l'instant qui dit que tous les emplois dans le secteur de l'hydrogène sont des emplois réservés à des experts. Pas du tout. C'est-à-dire qu'on est justement dans une filière industrielle maintenant. On passe à un niveau industriel. Qui dit industriel dit de la production. Donc, on va avoir tous les métiers de l'industrie de la production qui vont devoir être pourvus en candidats. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on voit un petit peu au niveau des techniciens. En fait, on manque de techniciens. Moi, quand je cherche à faire des recrutements au niveau des IUT, au niveau des techniciens, on ne trouve pas de candidats parce qu'on n'a pas assez de personnes qui sortent des IUT à l'heure actuelle pour travailler dans le secteur des piles à combustible. Ensuite, au niveau de l'ingénieur, on voit de plus en plus d'écoles qui ont des filières hydrogène et des filières piles à combustible, alors qu'ils ne sont pas peut-être une école dédiée à la pile à combustible ou dédiée à l'hydrogène, mais ce sont des écoles qui commencent à avoir des filières tout à fait reconnues. Et je vais en citer une parce que j'en viens, hein, c'est FELMA de l'INPG, où il y a une filière sur les piles à combustible qui est très, très intéressante. Excusez-moi d'être encore rabat-joie, mais cette question de l'emploi, on l'entend beaucoup, beaucoup récemment, justement, avec le plan du gouvernement. Et encore une fois, il faudrait quand même être sûr qu'on crée des emplois utiles. Là, encore une fois, j'ai quand même l'impression qu'il y a une communication à tout va du gouvernement et d'autres organismes sur l'hydrogène. Il faut quand même se poser sérieusement la question avant des usages utiles et des autres. Si on fait des millions de voitures à hydrogène et qu'on se rend compte après que c'était une mauvaise idée, on sera embêté quand même. Mais pourquoi, du coup, Olivier, vous-même, vous vous êtes intéressé à cette question en étant à l'école polytechnique? Qu'est-ce qui vous pousse à travailler particulièrement sur cette question? Déjà, dans ma formation, ma dernière de formation, je suis en option procédés et énergie. Donc, c'est vraiment un des cœurs de ce que j'ai appris cette année. Et justement, on a eu beaucoup de travail de réflexion pour voir, parce que c'est un sujet très complexe, avec beaucoup de facettes, beaucoup d'applications potentielles. Et justement, c'était très intéressant de critiquer tout ça et de comparer les différentes applications et de voir celles qui avaient du potentiel et les autres. Et aujourd'hui, on a l'impression que le mot hydrogène est en train de devenir une sorte de mantra pour beaucoup d'industriels, et un symbole de la transition énergétique et des technologies propres. Il ne faut quand même pas en abuser et mettre toutes les sauces. Il y a quand même beaucoup des objections qui ont été émises par les différents participants qui sont valides. Il y a des vrais problèmes à la fois de ressources en matériaux, de rendement énergétique. Voilà. Je ne voudrais pas qu'on fonce tête baissée dans une filière juste dans le but de faire des emplois. Ce qui est clairement un des objectifs affichés aujourd'hui par le gouvernement. On n'a pas dit que c'est une solution à tout. Hein. C'est une des solutions pour répondre aux défis gigantesques qui nous sont posés. Exactement, j'allais dire la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas une solution miracle. En fait, on ne dit pas que l'hydrogène est une solution miracle. On dit qu'il l'hydrogène peut apporter une contribution significative aux objectifs de préservation de la planète, si vous voulez. Mais c'est ce que je ne comprends pas un petit peu dans votre discours, en fait, là où j'ai un petit peu de mal à vous comprendre, c'est de dire tous les emplois, finalement, ne risquent de ne pas être pérennes parce que la filière risque de s'écrouler. Est-ce que c'est ça que vous… Non, pas du tout. Je dis que l'objectif de l'emploi est un objectif, mais ne doit pas être mis avant tous les autres, comme c'est le cas aujourd'hui. Et encore une fois, je parle beaucoup des voitures parce qu'on voit énormément de publicité sur les voitures électriques.
Encore l'autre jour, j'ai dû en combattre une sur Twitter, etc. On est en train de vendre à la population une solution miracle qui n'est pas vraiment une. Et par exemple, je pense que c'est dommageable qu'il y ait un fort développement de la voiture à hydrogène contre la voiture à batterie, puisqu'on sait que ça va poser des problèmes d'approvisionnement électrique. Non, mais clairement, vous avez raison là-dessus. Sur une chose, c'est qu'on devrait d'abord mettre la solution, c'est-à-dire que la filière, qu'est-ce qu'on va en faire et à quoi elle va servir, c'est-à-dire quels sont les objectifs de la filière avant d'essayer de dire il faut absolument la soutenir parce que ça va créer de l'emploi. Donc là, je vous rejoins là-dessus. Mais par contre, on peut aussi mettre en avant que non seulement sa filière va apporter quand même un soutien à toute la partie automobile, c'est-à-dire d'arriver à décarboner quand même un parc automobile qui est très, très carboné à l'heure actuelle et qui est très polluant, et que ça se fera sans être au détriment de l'emploi. En France, il y a quand même un fléchage des subventions vers les productions d'hydrogène renouvelable pour l'industrie et l'énergie. Et donc, c'est un hydrogène qui va pouvoir aussi être utilisé pour la mobilité. Mais principalement, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve que le gouvernement flèche bien ces subventions-là sur la partie amont et n'accélère pas non plus trop fort sur la partie aval de la mobilité. Et pour compléter une autre question, est-ce que cette filière, imaginons que cette filière qui porte beaucoup d'espoir, ces espoirs se concrétisent, est-ce qu'on a des chances qu'elle se développe en France ou est-ce qu'elle va partir en Chine? Bon, on a la chance d'avoir Air Liquide qui est un leader mondial dans le domaine, mais est-ce que tout ça, ça rejoint évidemment le problème de l'emploi? Est-ce que si cette filière se développe, on ne va pas la délocaliser? Est-ce possible? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, heureusement, on a encore la chance d'avoir une maîtrise technologique, une avance technologique par rapport à la Chine en Europe sur les piles à combustible et sur les électrolyseurs et sur les technologies de liquéfaction. Donc, c'est important de garder cette avance et de subventionner, comme le fait l'Europe et les gouvernements, la recherche technologique, enfin la recherche et le développement technologique. Je pense que l'Europe a appris du photovoltaïque. Donc, on espère qu'on va en tirer des conclusions. Et ce qu'on voit, je ne serais pas surpris d'ailleurs. Enfin, je suis intimement persuadé que toutes les subventions et tous les plans qui sont annoncés au niveau européen, au niveau de l'hydrogène, on a raté le wagon des batteries, on a raté le wagon du photovoltaïque, on ne rate pas celui de l'hydrogène. C'est un peu comme ça qu'on peut le prendre également. Bien, Sylvia, où en est-on? On n'est pas loin de 19h30. Tout à fait. Et moi, si vous le souhaitez, tout simplement, je voudrais vous remercier tous vraiment chaleureusement. Moi, je me suis régalée. J'ai trouvé que cette discussion était passionnante, à la fois techniquement un peu parfois complexe, comme tous les sujets énergétiques. Ils sont bien sûr complexes dans leur développement, dans leur transversalité, parce que là où je rejoins aussi Olivier, par exemple, c'est qu'il faut regarder tous les types de transitions, les regarder de façon à mettre les choses en perspective. Renault nous l'a rappelé que la filière hydrogène, elle a ses grandes potentialités. Il nous a montré aussi combien cela change déjà depuis 30 ans, hein, c'est incroyable. Et Sosten avec Air Liquide nous montre aussi comment cette action-là peut être vue à l'échelle macro, globale et internationale. Moi, merci beaucoup. Merci à Jean-François Fauvarc, à qui nous devons beaucoup cette préparation. Merci à toi, Jean-Pierre, pour cette modération. Je voulais remercier tout particulièrement l'ensemble de nos associations partenaires, organismes partenaires pour ces PDSI, conférences pour le développement de la science et l'innovation au service des transitions. Et je rappelle que nos conférences sont organisées par l'Association française pour l'avancement des sciences, par la Société des ingénieurs et scientifiques de France et par l'Association Bernard Grégory, avec le soutien de plusieurs acteurs formidables qui font aussi de la formation comme Ecolearn et comme donc le réveil
écologique, pour le manifeste pour un réveil écologique qui nous soutient dans la préparation et l'organisation, et aussi pour, je voudrais saluer un nouveau partenaire qui nous rejoint maintenant, qui est la Fondation E5T. Donc, un grand merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous à la prochaine conférence PDSI. Ce sera le 25 février. Et le 25 février, de 18h à 19h30, eh bien, cette fois-ci, on parlera d'un tout autre sujet. Là aussi, scientifique et monde économique, quel regard croisé? La question, ce sera sur les biomarqueurs du vieillissement. Les biomarqueurs du vieillissement normal et pathologique. Vous voyez que là, on va parler santé, on va parler aussi maladie Alzheimer, on va parler niche, nouveaux marchés, nouvelles perspectives, nouvelles recherches, nouvelles innovations. Et donc, je vous dis tout simplement bonsoir. Un grand merci à tous. Merci pour votre participation sur le chat, sur cette conversation. On vous adressera tout, on vous l'enverra. Vous pourrez regarder le replay et vous pourrez nous suivre pour les prochaines fois. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup à tout le monde.